Mauritaniennes, Mauritaniens, Africaines, Africains, du continent natal de l'homme à toutes les diasporas, je vous salue. Nous sommes le mardi 18 novembre 2025 et j'ai estimé qu'il était important que je porte la parole du peuple africain de Mauritanie, un peuple torturé, maltraité, méprisé, piétiné par le gouvernement arabe de Mauritanie, un gouvernement lui-même pleinement impliqué depuis plusieurs siècles et décennies d'ailleurs dans une politique de discrimination anti-africaine, un régime mauritanien pleinement impliqué dans la déstabilisation du Sahel puisque de notoriété, la Mauritanie est la base arrière des deux principales organisations terroristes au service de l'impérialisme occidental et moyen-oriental qui ensanglantent le Sahel, le golfe de Guinée, le lac Tchad, le Cameroun dans sa partie nord, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Mozambique, Al-Qaïda et l'État islamique, deux organisations de mercenaires créées par les services occidentaux à partir de la fin des années 70 pour combattre les soviétiques en Afghanistan et au début des années 2000, sous l'impulsion des administrations Obama-Clinton notamment, afin de semer la désolation dans toutes les parties du monde où l'OTAN et les grandes puissances impérialistes occidentales veulent piller les richesses faramineuses de la terre. Pétrole, gaz, or, diamant, uranium, manganèse, coltan, lithium, vous connaissez l'affaire. Mais vous pourriez me demander, ô fils du Cameroun, qu'est-ce qui te pousse à te pencher sur le sort du peuple mauritanien aujourd'hui? C'est que le cœur m'a été arraché par la vidéo que je vais vous faire écouter. Celle d'un Africain de Mauritanie. Un Africain de Mauritanie, un de plus subissant la maltraitance, la torture, la méchanceté du gouvernement raciste de Mauritanie et de ses agents de police. Un Africain de Mauritanie qui restitue, à la fois avec dignité, mais en même temps avec beaucoup d'émotion, le mépris quotidien dont les Noirs sont l'objet en Mauritanie. C'est cette vidéo qui m'a amené à intervenir et à porter la parole du peuple africain de Mauritanie à travers la présente conférence. Écoutons ensemble le témoignage de ce citoyen mauritanien, victime de ce que les Mauritaniens noirs connaissent depuis des siècles. Voilà. Maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mes vidéos. Je viens juste d'être arrêté ici, dans mon propre pays, en Mauritanie, par une voiture, et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien, et ils ont dit que je n'étais pas mauritanien. Et ils ont voulu m'amener de force au commissariat. De force, ils ont voulu m'amener au commissariat. Il y a eu l'intervention d'un brigadier qui m'a sauvé à partir encore au commissariat 4e pour être torturé encore, ils voulaient ça. Ils ont supprimé toutes les vidéos de mon appareil photo. Et tous ces gens-là qui sont derrière moi, ils en sont témoins. J'ai appelé mon oncle. Mon oncle, il arrive. Et c'est grâce à ça, au moins, avant de sortir de la maison, j'ai décidé de ne jamais sortir avec mon téléphone. Et si je n'étais pas sorti avec mon téléphone, je suis sûr et certain qu'ils allaient me prendre et me torturer et me faire du mal. Et m'amener au commissariat. J'ai passé seulement, j'allais acheter du couscous de l'autre côté de la rue là-bas. Et le monsieur est dans la voiture. Ils m'ont arrêté, un policier. Un policier m'a arrêté. Et il m'a demandé mes papiers. Je lui ai donné mes papiers. Et il me dit que je suis pas mauritanien. Voilà. Et c'est ce qui m'attriste comme ça. J'attends mon oncle qu'il arrive. Le 2 septembre 2023, un événement s'est produit dans ce même endroit. Et un boutiquier m'a attaqué. Et quand je suis allé porter plainte contre lui, ils m'ont arrêté, lui et moi.
ils nous ont enfermés, ils m'ont torturé, ils m'ont tabassé. La même histoire qui se répète, la même histoire qui se répète. Et c'est vraiment triste de voir que la Mauritanie, c'est devenu le pays le plus raciste, discriminatoire, corrompu que j'ai jamais vu. Je pleure pourquoi? Je pleure parce qu'il n'y a pas de justice ici, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a rien ici, à part la discrimination raciale, l'insécurité. Ici, tu peux mourir à tout moment. Ici, on peut te faire enfermer à tout moment. Ici, tu n'as pas le droit de marcher librement. Ici, tu n'as aucun droit humain. Ici, tu es comme un animal, comme un esclave. Ici, tu n'es rien du tout. Si tu es Soninké, si tu es Peul, si tu es Wolof, si tu es Bambara, tu n'es rien. Ici, c'est le pays des morts, comme ils veulent bien le dire. Ici, ce n'est pas notre pays. Ici, c'est le racisme pur et simple. Ici, c'est la mafia. Ici, c'est la Mauritanie. Ici, c'est le malheur. Le malheur de tous les malheurs, c'est la Mauritanie. Voilà. Et heureusement que je n'ai pas été au commissariat. Heureusement, alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah que je n'ai pas vraiment été au commissariat. Parce que grâce à la participation de beaucoup de citoyens, beaucoup de passants qui m'ont vu en train de parler et en train de lire le Coran, en train de discuter avec la police, et j'ai refusé de rentrer dans le véhicule. Ils voulaient me forcer à rentrer dans le véhicule. Et j'ai refusé de rentrer dans le véhicule. Voilà ce qui s'est passé. Et ils ont supprimé toutes les vidéos de mon appareil. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de récupérer ces vidéos, mais c'est fini, ces vidéos ont été supprimées. Et c'était des preuves assez suffisantes pour créer des problèmes à ce monsieur-là. Voilà. Et je demande à Dieu de me protéger, de nous protéger contre le mal de ceux qui nous gouvernent. Voilà. On est vraiment sérieux. Donc, écoutez, là, vous avez un témoignage parmi des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de témoignages des injustices qui s'abattent sur les Noirs en Mauritanie depuis plusieurs décennies et même depuis plusieurs siècles. Parce que ce dont vient de se plaindre cet homme, maltraité par la police, simplement parce qu'il est noir, maltraité par la police mauritanienne simplement parce qu'il est noir, c'est l'une des conséquences d'une situation qui est vieille de plusieurs siècles. Quelle que soit la manière d'approcher le problème du racisme en Mauritanie, vous devez vous souvenir que tout commence par la traite négrière qui a lieu en même temps que le processus d'islamisation de l'Afrique du Nord. Il y a un lien entre la période de l'islamisation, les invasions arabes et le développement exponentiel du commerce de traite. Ça, c'est le premier point. Le statut de l'homme et de la femme noire dans les pays arabes du Moyen-Orient, ce statut-là qui a été dégradé depuis la période de l'islamisation, c'est ce statut qui continue à être maintenu maintenant en 2025 dans toute l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient. Si les puissances du Moyen-Orient se sont permises de s'associer avec les puissances occidentales de l'OTAN dans toutes les guerres d'agression, directes ou indirectes contre l'Afrique, c'est à partir de ce racisme négrier qui est inscrit depuis plusieurs siècles dans les relations arabo-africaines. Je vous invite à écrire d'abord ça. La structure de la relation de l'Afrique noire à l'Afrique du Nord est pervertie par une longue histoire d'esclavage des Noirs dans le monde arabe. Histoire qui s'est aggravée pendant la période de l'islamisation de l'Afrique du Nord et de l'Afrique au sud du Sahara. Avec bien sûr la participation de plusieurs féodalités africaines elles-mêmes, dans lesquelles avait été développée pendant plusieurs siècles la pratique de l'esclavage. Mais dans les années 20, j'ai, comme par hasard,
lors de mes pérégrinations d'hier, découvert un témoignage qui m'a autant arraché le cœur que le témoignage de cet homme. Cet homme allait acheter du couscous, celui-ci. Il allait acheter du couscous dans une boutique dans la rue pour se nourrir. Un contrôle au faciès, à la couleur de la peau, lui tombe dessus, dans son pays natal, la Mauritanie. La brutalité commence. On veut, alors même qu'il a justifié de son identité mauritanienne, le conduire malgré tout au poste de police. Et malgré les papiers mauritaniens officiels que cet homme montre, on tient à l'humilier et on lui rappelle qu'il n'est pas mauritanien. Cette scène banale que vous voyez, elle est vieille de plusieurs siècles. Et cette scène se déroule au même moment dans toute l'Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient. Dans tous les pays arabes, c'est une scène qui se déroule au même moment. On peut être choqué de voir cet Africain maltraité en Mauritanie et l'émotion des images de cet homme qui pleure, cet homme adulte qui pleure, à la suite de la violence et de l'humiliation qu'il a subie, pourrait nous aveugler au point de ne pas nous rendre compte que c'est cela qui se passe depuis plusieurs siècles dans toute la bande du Sahara qu'on appelle le Maghreb, jusqu'à l'intérieur de tout le Moyen-Orient. Et que c'est sur la base de cette infrastructure que les pays du Moyen-Orient coopèrent avec les puissances occidentales pour maintenir l'Afrique à feu et à sang. Je suis très amusé quand je vois des gens qui s'en vont signer des accords de paix concernant l'Afrique au Qatar. J'ai vu qu'un certain nombre de plaisantins croient que le Qatar peut être une solution à la crise politique et militaire au Congo, au point qu'ils sont allés signer des papiers là-bas. Alors même que le Qatar, associé à l'OTAN, a participé à toutes les agressions les plus criminelles contre l'Afrique et est la base arrière des plus grands dirigeants d'Al-Qaïda, organisation terroriste créée par les services américains à la fin des années 70, début 80, pour combattre les soviétiques, et qui est la cellule mère dont est né l'État islamique au début du XXIe siècle, avec le soutien actif de l'administration Obama-Clinton. Je suis très amusé quand des Africains, je ne sais pas s'ils le font par ignorance, mais je crois qu'ils le font en réalité par vassalité, par servitude, par bêtise, par lâcheté. Je suis très amusé quand des Africains vont négocier la paix africaine au Qatar, alors que le Qatar est associé, activement associé aux agressions militaires contre l'Afrique et est la base arrière des chefs terroristes qui agressent l'Afrique. Aucune de ces monarchies du Moyen-Orient ne peut participer activement à la paix en Afrique, car ce sont des monarchies qui possèdent essentiellement du pétrole et du gaz, alors que l'Afrique possède le pétrole, le gaz, l'or, le manganèse, le coltan, le lithium, l'uranium. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Ces monarchies voient d'un mauvais œil que des populations qu'elles ont réduites depuis plusieurs siècles en esclavage soient en réalité les populations les plus riches du monde. Et c'est la même jalousie qui caractérise l'impérialisme occidental, le néocolonialisme occidental contre l'Afrique. Les Africains sont en réalité les humains les plus riches de la Terre. Voilà pourquoi on les attaque, on les déstabilise. Voilà pourquoi on les a commercialisés. Voilà pourquoi on les colonise. Voilà pourquoi on les néocolonise. Voilà pourquoi on les impérialise. Voilà pourquoi on construit des guerres hybrides. Voilà pourquoi on fait tout pour les diviser, pour qu'ils s'entretuent entre eux. C'est parce que l'Afrique est le continent le plus riche du monde et que seule une Afrique divisée peut être correctement pillée. Les monarchies du Moyen-Orient participent du plan de la déstabilisation multiséculaire du continent africain parce qu'elles sont convaincues que seule une Afrique divisée, esclavagisée, colonisée, néocolonisée, impérialisée, une Afrique instable, restera un conglomérat de puissance inférieure à celle du Moyen-Orient. C'est un enjeu géopolitique et géostratégique. Le racisme arabe contre l'Afrique noire n'est pas simplement une tradition funeste, née de la période du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il s'agit d'une stratégie de domination de la planète,
c'est un racisme géopolitique et géostratégique. Celui qui assiste à la présente conférence et qui n'a pas compris cette infrastructure de base de la relation arabo-africaine, eh bien, il ne sert à rien qu'il m'écoute. Il peut se déconnecter et aller écouter une autre conférence. Je vous restitue les faits. Alors donc, pourquoi je parle de la Mauritanie aujourd'hui? Cette vidéo publiée sur la page de notre frère, eh bien, antillais Claudie Siard, m'a arraché les tripes, mais comme plusieurs autres vidéos d'Africains maltraités partout à travers le monde arabe, que ce soit dans le Maghreb ou au Moyen-Orient. On en trouve des milliers comme ça, des dizaines de milliers comme ça, des centaines de milliers comme ça. Il ne faut pas que ce témoignage de ce noir de Mauritanie maltraité nous fasse oublier tous les autres, dont on n'a même plus le temps de parler, tellement les cas sont nombreux. Qu'est-ce qui n'arrive pas de comparable aux Africains aujourd'hui au Maroc, aujourd'hui en Tunisie, aujourd'hui en Libye, aujourd'hui en Égypte, aujourd'hui en Algérie? Qu'est-ce qui ne leur arrive pas de comparable aujourd'hui au Soudan? Qu'est-ce qui ne leur arrive pas de comparable en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar? Qu'est-ce qui n'arrive pas de pareil aux Africains? Ce sont des scènes ordinaires au Bahreïn, en Israël, où on est même allé jusqu'à les stériliser. On est allé jusqu'à stériliser les femmes juives noires d'Éthiopie, de l'ethnie des Falachas, quand elles rentraient en Israël, après les épisodes de famine qui ravagèrent l'Éthiopie des années 70-80. Ces femmes, quand elles entraient, et ces hommes, l'État d'Israël s'est permis de les stériliser pour qu'elles ne se reproduisent pas, pour que le peuple noir ne se reproduise pas, alors que ce peuple est le peuple originel de la Bible. Il faut que vous preniez conscience qu'il y a toute une infrastructure mentale, toute une infrastructure psychologique qui a été construite sur plusieurs siècles, celle du mépris sémitique des Noirs. Le mépris sémitique des Noirs, c'est-à-dire le racisme sémite contre les Noirs. C'est contre ce racisme sémitique envers les Africains qu'il faut lutter. Donc c'est un combat qui renvoie à la libération de plusieurs siècles qui nous ont été volés. L'humiliation que cet Africain subit dans les rues de Mauritanie est la reproduction d'un comportement sédimenté, un comportement qui s'est normalisé, un comportement qui est devenu une nature, une seconde nature dans le monde arabe, dans le monde sémite envers les Noirs. Voilà pourquoi la libération africaine ne peut pas se faire sans un approfondissement de la connaissance de l'histoire. Les Africaines et les Africains qui n'aiment pas les livres sont les ennemis de la libération. Les Africaines et les Africains qui n'aiment pas apprendre sont les ennemis de la libération de l'Afrique. Les Africaines et les Africains qui ne s'enfoncent pas dans la nuit des siècles et des millénaires pour avoir la plus lointaine conscience de la civilisation et de l'humanité africaine sont les plus grands valets disponibles. C'est la chair à canon, c'est la viande manipulable disponible pour le néocolonialisme, le colonialisme, l'impérialisme, le racisme occidental et moyen-oriental et le despotisme nègre. Voilà pourquoi nous devons combattre l'ignorance. Depuis l'éducation de nos enfants jusqu'à celle de nos adolescents, de nos adultes et de nos vieillards, l'Afrique doit être une école à ciel ouvert. Seul un individu, seule une société, seule une civilisation qui sont à l'étude en permanence peuvent être souveraines. Intéressez-vous à l'actualité iranienne. L'Iran a une journée consacrée à la connaissance et à la lecture. L'Iran, c'est une civilisation multimillénaire qu'on appelait dans l'Antiquité la Perse et qui a été l'une des plus influentes dans le monde, comme l'a été l'Égypte noire pharaonique. Les Iraniens, qui sont un très ancien peuple, ont une journée consacrée à la lecture. Je n'ai pas dit la lecture du Coran seulement, puisqu'ils sont majoritairement musulmans, chiites. Non, la lecture pour apprendre, la lecture pour apprendre. La lecture des bons livres qui élèvent la conscience et qui libèrent l'âme. Les Iraniens s'imposent chaque année un jour où ils célèbrent le fait de lire. Car c'est en lisant que l'homme renoue
avec la vie de l'esprit. C'est en lisant que l'homme s'élève. La scène donc que vous avez vue là, c'est une scène archéologique, c'est une scène archétypale, c'est une scène qui est une structure de la relation arabo-africaine. Et c'est cette structure que nous devons démanteler. Nous avons un redoutable travail à faire. Démanteler les structures de la domination arabo-africaine, les structures du racisme arabo-africain, les structures de la discrimination des Africains en terres arabes. C'est un travail sérieux que nous devons mener. La libération africaine, ce n'est pas seulement la libération contre les dictatures africaines. Ce n'est pas simplement la libération contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme occidentaux. Non, c'est aussi la libération contre la domination structurelle sur des bases racistes des puissances arabes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient contre les Africains noirs. Celui qui n'intègre pas cette dimension dans la lutte est un ennemi de son propre peuple, en Afrique noire. Et donc, pourquoi je me suis dit, il faut que je parle de la souffrance mauritanienne, et plus largement de la souffrance des Africains en terre arabe. C'est parce que je suis tombé par un alignement des étoiles sur un texte dont je n'avais pas connaissance, une personnalité que je ne connaissais pas. Vous savez, on apprend toujours quelque chose. Ce texte dont je n'avais pas connaissance, cette personnalité que je ne connaissais pas, c'est un certain monsieur Louis Hunkanrin. Louis Hunkanrin. Louis Hunkanrin a vécu au XXe siècle. Et je vais vous le faire découvrir. L'histoire de monsieur Louis Hunkanrin, un grand Africain de tous les temps. Louis Hunkanrin, j'ai retrouvé son texte ici. C'est lui. Louis Hunkanrin. Je vais vous montrer d'abord son visage pour que vous sachiez qui était cet homme, que vous le voyiez, que vous le regardiez lui-même. Hunkanrin, lui. Je sais, les Béninois connaissent sans doute, en tout cas les Béninois qui étudient l'histoire connaissent sans doute Louis Hunkanrin. Mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire ne le connaissent pas. Et ceux qui n'aiment pas apprendre, forcément, ne le connaissent pas. C'est cet homme-là, Louis Hunkanrin. Je vais rapprocher son visage de toutes les caméras pour que vous le voyez bien. Louis Hunkanrin. Louis Hunkanrin. Louis Hunkanrin. Hunkanrin s'écrit comme ça. H-U-N-K-A-N-R-I-N. Prénom Louis. Si vous tapez son nom sur Google, le moteur de recherche, si vous regardez bien, vous allez tomber sur une œuvre disponible que vous pouvez télécharger gratuitement. Elle est de Louis Hunkanrin en version PDF. Vous pourrez la télécharger et la lire. La voici. Elle s'intitule « Un forfait colonial ». L'esclavage en Mauritanie. Un forfait colonial, l'esclavage en Mauritanie. Hunkanrin a vécu dans la première moitié. Il a vécu dans la première moitié du... Il est né à la fin du 19e siècle et il est mort. Il est né en 1886 exactement et il est mort en 1964. Je vous lis la notice qui présente qui était Louis Hunkanrin pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Louis Hunkanrin. Alors, assez rapidement, comment est-il présenté? Et ensuite, je vous lirai un extrait de sa description de l'esclavage en Mauritanie, de la maltraitance des Mauritaniens. Comment on maltraite les Mauritaniens. C'est quelque chose qui m'a profondément touché. Alors, Hunkanrin, une rapide présentation de l'homme. Une rapide présentation de l'homme est donnée dans l'œuvre. Alors, elle est donnée ici, là où vous avez sa photo, à la page 5. Elle est donnée à la page 5 du texte. Bon, je vous la lis. Considéré comme le père du mouvement national dahoméen, c'est comme ça qu'on appelait le Togo, pardon, le Bénin. Avant qu'on l'appelle le Bénin, on l'appelait le Dahomey. Louis Hunkanrin
qui a vécu entre 1886 et 1964, fait partie de la première promotion de l'école normale de Saint-Louis du Sénégal en 1907. Il ne sera pas instituteur longtemps. Vous voyez comment nous nous ressemblons tous. Moi, j'ai démissionné de mon poste de professeur agrégé de la fonction publique française, exactement pour les mêmes raisons que Louis Hunkarin, lui, il a été viré. Il ne sera pas instituteur longtemps. Révoqué en 1910, déporté du futur Bénin à Dakar, il s'engage dans le journalisme anticolonial et participe dès 1922 au journal de l'Union intercoloniale. Ce journal s'appelle le Paria, qui a été fondé à Paris par qui? Nguyen Al Quoc, celui qui s'appellera par la suite Ho Chi Minh, le père de l'indépendance de l'Indochine. C'est son ami personnel. Qualifié de meneur de la rébellion de Porto Novo de février 1923, il est condamné à 10 ans d'internement administratif en Mauritanie. C'est là qu'il découvre que l'esclavage, officiellement aboli par la puissance coloniale en 1905, se maintient avec l'assentiment des autorités coloniales qui vont jusqu'à prélever une taxe sur chaque esclave, équivalente à la taxe sur 5 moutons. Il s'engage donc dans ce combat dont cette brochure retrace les péripéties. Près d'un siècle plus tard, elle reste d'une actualité percutante. Dans la Mauritanie du XXIe siècle, l'esclavage est loin d'avoir disparu et il prospère en toute illégalité. Voilà la présentation qui est faite de Louis Hunkarin dans son ouvrage Le forfait colonial que je vous demande de télécharger. Je vous mettrai le lien de téléchargement à votre disposition sur Facebook. Je l'ai déjà mis, mais je vais le remettre. Et je vais le mettre dans les commentaires et même dans la description de cette émission pour que chacun télécharge le livre et lise. Maintenant, je voudrais vous lire un extrait qui vous permet de comprendre que c'est un problème très ancien et que l'humiliation subie par le Mauritanien, qui tout à l'heure pleurait devant nous, c'est une humiliation qui est une structure que nous devons travailler à démanteler. Voici ce qu'au début des années 20 écrivait Louis Hunkarin, le grand combattant béninois de la liberté, persécuté par le colonialisme et le néocolonialisme français. L'esclavage en Mauritanie. Citation. Les Maures considèrent les Noirs en général, Maures, M-A-U-R-E-S, les habitants de la Mauritanie. Il parle là des Arabes. Les Maures considèrent les Noirs en général comme des captifs. Mais les Noirs qu'ils ont pu jusqu'ici capturer et réussi à mettre sous leur joug sont en particulier les indigènes du Soudan et du Sénégal, ces colonies étant à proximité de la Mauritanie et se trouvant ainsi être les greniers où ils vont, tous les ans, s'approvisionner en vivres dont leur pays désert est dépourvu et en captifs dont ils ont besoin pour leurs divers travaux, considérant eux-mêmes tout travail comme un déshonneur. Les tatouages que portent encore la plupart des captifs et les idiomes de leur pays d'origine dont ils ont jalousement gardé l'usage permettent de les identifier et de se rendre compte de la proportion dans laquelle les diverses races du Soudan et du Sénégal ont payé des tributs à la captivité en Mauritanie. Au premier rang sont les Bambara et les Sénoufo, races qui ont fourni et fournissent le plus gros effectif des troupes sénégalaises et dont on connaît la qualité essentielle. Résistance stoïque aux fatigues et aux privations. Viennent ensuite les Sarakolés, les Toucouleurs, les Bobos, les Mossi, etc. Aux yeux des morts, les captifs sont ni plus ni moins des bêtes de somme. Ils les gratifient de coups, comme tels, et leur donnent n'importe quoi à manger. Pour eux, pas de logis, pas de vêtements, pas de mariage en règle, pas de droit, pas de garantie. Leur seul droit et leur seule garantie contre les coups, c'est le travail à outrance. Le travail nuit et jour, sans trêve, sans repos et sans mauvaise humeur. Les captifs ou captives appartiennent corps et biens à leur maître
et ne peuvent disposer de rien pour leur bien-être personnel. Leur vie appartient aussi au maître qui peut la leur ravir quand bon lui semble. Nombreux sont les captifs ou captives qui ont été ainsi tués, assassinés par leur maître, les uns pour fainéantise, oh ironie, les autres pour sorcellerie. Exemple, la mère de Tessilm, Mente Abderrahman, tuée par son patron Mohamed Nava à Tidjika pour fainéantise. Beko, père de la captive Mouker, demeurant à Tidjika. Sa mère Temba, sa sœur Suilka, tous tués à Tidjika, même par leur maître, Hassan et Hamoud, pour sorcellerie. La captivité ne s'éteint qu'à la mort de la victime ou à sa libération. De père en fils, les captifs sont la propriété de leur maître et subissent le même sort. Chose du maître, celui-ci peut les revendre ad libitum, sans que personne n'ait rien à dire. Il suffit que l'un des époux soit en état de captivité lors du mariage pour que l'enfant issu de ce mariage soit également captif. Ainsi, les enfants que les tirailleurs et les Français même ont eus avec les captives sont des captifs, suivant les coutumes barbares, sauvages des morts. Voici un exemple frappant que tout le monde peut toucher du doigt. L'ancien commandant du cercle du Tagant, le chef de bataillon Anselme Dubos, fut épris d'une captive nommée Jéhémil. Qui donc ne convient ici avec Pascal que le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. De leur alliance naquit un enfant prénommé Mohamed. Cet enfant, ayant été reconnu par son père, touche comme tous les métis de la Mauritanie une pension mensuelle de 20 francs, à lui allouée par l'administration. Eh bien, malgré son titre de métis issu d'un commandant de cercle ayant commandé le cercle même du Tagant, c'est-à-dire Tishdjikja, Moudjeria, Tichit, Mohamed Dubost est resté captif entre les mains des morts et subira quand il sera en âge de travailler, il n'a maintenant que 4 ans, au même titre que les autres captifs, les tourments réservés aux captifs. Il subira ces tourments avec la connivence de l'administration représentée par les affairistes et anciens collègues de son père. Cette administration pour laquelle son père avait sacrifié sa vie, sans que personne ne puisse intervenir, la colonisation, pour nos civilisateurs d'aujourd'hui, n'étant qu'une affaire commerciale. Et business is business, comme dit l'anglais. Mais l'heure n'est plus de badiner avec la loi. Les captifs n'en peuvent plus. Ils sont exténués. Ils sont à bout de force. Il est temps de crier aux affairistes entre les mains de qui sont les destinées de la Mauritanie. La France d'abord, votre poche ensuite. Assez d'affaires dans une question si grave. L'angoissante question de l'esclavage humain en Mauritanie, la reconnaissance officielle de ce fléau par l'administration, malgré les lois prohibitives qui en découlent au préjudice des victimes, n'ont pas été sans émouvoir, sans indigner certains esprits humanitaires, audacieux et vigoureux tels que MPK Assamoah, médecin auxiliaire à Kifa. Dans un rapport officiel vu et transmis par le commandant de cercle à la direction du service de santé de la Mauritanie à Saint-Louis, le médecin auxiliaire Assamoah a signalé le danger que représentent, au point de vue sanitaire, les errements regrettables auxquels prête la main le gouverneur, chef de la colonie. Fin de la citation de l'ouvrage. Voilà le témoignage que donne, lui, Hunkanrin, un grand béninois, au milieu des années 20, de ce qui se passait en Mauritanie. C'était au milieu des années 20. Lui-même avait été déporté là-bas pour avoir protesté contre le colonialisme français au Dahomey, le Bénin actuel. Cet intellectuel africain témoigne au début des années 20 de ce que nous venons de voir en 2025. 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, le noir est toujours infériorisé, méprisé, piétiné, chosifié par l'arabe mauritanien. Maintenant, venons-en à la conclusion de cette intervention matinale. Que faire devant cette situation? Bien sûr, notre premier devoir à tous est de dénoncer les discriminations raciales qui se poursuivent contre le peuple africain de Mauritanie, d'autant plus que toute l'Afrique du Nord est un territoire africain qui a été progressivement colonisé par les migrations d'Arabes venus du Moyen-Orient. D'ailleurs, dans le langage même des Arabes d'Afrique du Nord, le mot Afrique est réservé à la désignation du pays des Noirs. Ils savent
qu'ils ont été accueillis, volontairement ou involontairement, par les Noirs. Le continent africain tout entier est un continent noir. De la pointe du Caire, de la pointe du Maroc, jusqu'à celle du Cap en Afrique du Sud. C'est un continent noir. C'est la terre des Noirs. Quand vous parlez avec nos amis et frères du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie ou même de l'Égypte, eux-mêmes appellent, ils parlent de l'Afrique noire comme étant l'Afrique. Et beaucoup d'entre eux ont à peine conscience du fait qu'ils sont eux-mêmes, en réalité, des descendants de migrants venus d'Arabie pour vivre en Afrique. Ils ne sont pas des autochtones africains. C'est par les pénétrations coloniales, impérialistes, par les conquêtes et la guerre religieuse musulmane qu'ils se sont installés en refoulant vers justement le Sahara et le Sahel une bonne partie des populations africaines autochtones. Ça, c'est ce qu'enseigne l'histoire. L'histoire qui doit être enseignée à nos frères maghrébins et qui doit être enseignée aux Sahéliens, qui doit être enseignée aux subsahariens, qui doit être enseignée à toute l'humanité. C'est que l'Afrique est noire et les Arabes qui vivent au nord de l'Afrique ont été accueillis volontairement ou involontairement par les populations noires africaines. Ils ne sont pas autochtones du continent africain. Ils n'ont pas toujours été là. Ils viennent d'Arabie, comme le dit le nom de leur ethnie, arabes, qui viennent d'Arabie, du Moyen-Orient. Les dates de leur migration sont toutes connues. La période où toute l'Afrique du Nord était noire est connue. Ça, c'est ce qu'enseigne l'histoire. Et on doit revoir les programmes en Afrique du Nord. On doit revoir les programmes en Afrique subsaharienne. Et notamment donner un cours qui s'appelle l'histoire du peuplement du continent africain. Tant que cette histoire n'est pas enseignée, il y aura beaucoup de confusion et de prétentions qui vont continuer à prospérer. Vous voyez? Voilà encore un terrain dans lequel c'est la connaissance qui libère. Nous, chercheurs, intellectuels, avons beaucoup de travail à faire. Nous avons beaucoup de choses à apporter dans les programmes. Et pas seulement en Afrique subsaharienne, même en Afrique du Nord. Il nous faut réussir à les amener à connaître leur histoire et à faire preuve d'humilité. Cette Afrique qui a accueilli les Arabes. Et c'est cela qui a rendu possible le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Soudan. Cette Afrique ne peut pas être maltraitée par les Arabes. Il y a là quelque chose qui est injuste. Au nom de Dieu le Tout-Puissant. Quelque chose qui est injuste au nom de la justice terrestre. Ni la justice divine, ni la justice terrestre ne peuvent permettre et tolérer que ceux qui ont accueilli soient maltraités. Que ceux qui ont accueilli soient esclavagisés. Que ceux qui ont accueilli soient méprisés. Maltraiter des Africains en Afrique, c'est une offense à Dieu. C'est une offense à la conscience universelle. C'est une offense à la justice et au droit. Personne de ceux qui disent qu'ils ont soi-disant foi en Dieu ne peut justifier le racisme. Un croyant raciste n'est pas un croyant, c'est un incroyant. Car du point de vue de Dieu, tous les humains sont frères, au sens où ils sont issus du même Créateur. Alors celui qui maltraite une créature renie le Créateur. Vous ne pouvez pas être un bon juif et être raciste. Vous ne pouvez pas être un bon chrétien et être raciste. Vous ne pouvez pas être un bon musulman et être raciste. Vous ne pouvez pas être un traditionnaliste africain et être raciste. Ce n'est pas possible. Cela veut dire que vous n'avez pas compris votre religion. Dans son essence universelle et dans son message transcendant. Vous n'avez rien compris. Voici donc le témoignage de Louis Hunkarin. Nous sommes dans les années 20. Ce Béninois, ce Dahoméen témoigne. Voici le témoignage de l'homme que vous avez écouté au commencement de cette vidéo. Et vous avez l'impression que cet homme-là est en train de lire le livre de Hunkarin. Ou que Hunkarin parle à travers cet homme. Comment peut-on comprendre que 100 ans après, la Mauritanie soit dans l'état où Hunkarin l'a décrite?
Voilà pourquoi il nous faut prendre des mesures. Donc la première mesure, c'est continuer à répandre la connaissance. Car la connaissance élève le niveau de conscience. C'est la connaissance qui donne à l'homme la capacité de faire face aux défis de son existence. Un homme ignorant ne peut pas faire face aux défis de sa vie. Il est condamné à reproduire les erreurs qui vont le maintenir dans la servitude. Mais on a un deuxième levier d'action aujourd'hui. Et j'appelle ici au levier de l'action diplomatique. La Mauritanie est un pays du continent africain qui a tout intérêt à avoir de bonnes relations avec les pays au sud du Sahara, à commencer par les pays du Sahel, dans lesquels elle est elle-même enchâssée. C'est un pays saharien et sahélien. Il est temps que les gouvernements des pays sahéliens, sahariens et plus amplement africains opposent aux politiques discriminatoires qui sont menées contre les populations africaines dans la partie nord du continent des sanctions diplomatiques. On ne peut pas continuer à accepter que des discriminations contre les Noirs soient banales en Afrique du Nord et que les relations diplomatiques avec les pays d'Afrique du Nord soient normales. Je recommence. On ne peut pas continuer, si on est panafricaniste, si on est humaniste, si on est honnête et véridique, à maintenir des relations diplomatiques normales avec des pays d'Afrique du Nord où le mépris de l'homme et de la femme noire est encore normal. Donc il faut qu'à un moment donné, les pays d'Afrique subsaharienne se concertent pour adopter une politique de sanctions systématique et collective contre les pays d'Afrique du Nord où les violations de l'identité noire sont tolérées. Alors, quels sont les leviers? Les leviers, c'est que ces pays d'Afrique du Nord-là sont dépendants maintenant de l'Afrique subsaharienne parce qu'ils investissent dans nos banques. Leurs banques ont besoin de nous prêter de l'argent et que nous remboursions avec intérêt. On peut avoir des restrictions sur les banques. Oui! Ce sont des pays qui investissent dans nos travaux publics et qui ont besoin de gagner les marchés de travaux publics de l'Afrique subsaharienne. Restrictions sur les marchés publics. Voilà un deuxième moyen de pression. Ce sont des pays qui veulent investir dans les ressources minières et les terres rares stratégiques. Ils sont intéressés par le gaz. Ils sont intéressés par le pétrole. Ils veulent construire des transsahariens, ils veulent construire des routes pour pomper le gaz et le pétrole d'Afrique, prendre leur marge au passage avant de vendre à l'Europe, à l'Amérique et à l'Asie. Vous êtes par exemple au courant du duel entre l'Algérie et le Maroc à propos du pipeline qui doit venir chercher du gaz et du pétrole au Nigeria. Le Maroc veut que ce pipeline passe à travers la côte ouest africaine et remonte jusqu'au Maroc avant d'entrer en Europe via l'Espagne. Le Maroc, au passage, se sera servi. L'Algérie veut que ce pipeline, au contraire, parte du Nigeria, traverse tout droit à travers le Niger, entre en Algérie. L'Algérie se sert au passage et ensuite, l'Algérie va s'occuper de distribuer l'affaire vers l'Europe, vers l'Amérique et vers l'Asie. Voilà par exemple le duel dans lequel sont les frères ennemis, algériens et marocains, non pas à propos de leurs propres richesses, mais des richesses de l'Afrique noire. Il faut absolument peser sur le rapport de force en leur imposant des mesures antidiscriminatoires contre les populations noires en échange de l'évolution d'un quelconque de ces projets. Donc, la pression sur leur intérêt pour les mines africaines. Enfin, il y a un dernier domaine dans lequel cette pression est incontournable. Ce sont des pays qui sont intéressés par les organisations politiques d'Afrique noire. Le Maroc, par exemple, a tout fait pour être intégré dans la CEDEAO. Ce sont des pays qui ont besoin du soutien des pays d'Afrique noire à l'intérieur de l'Union africaine, qui ont besoin du soutien des pays d'Afrique noire, par exemple dans des institutions comme la Banque africaine de développement, qui ont besoin de ce soutien lorsqu'il y a des négociations au niveau de l'Organisation des Nations Unies, etc. Donc il faut conditionner le soutien et la coopération
avec les pays d'Afrique du Nord sur le terrain donc de la diplomatie en organisation internationale par des mesures fermes de protection des Africaines et des Africains contre les discriminations. De leur côté, les pays africains doivent se comporter de manière exemplaire envers les populations originaires de ces pays arabes. Entendez-moi bien, je suis contre le racisme anti-raciste. Il est hors de question que nous, Africains, commencions à maltraiter des hommes et des femmes parce qu'ils ont la couleur de peau arabe. Je suis contre. Il ne faut pas que mon émission soit interprétée comme un prétexte pour du racisme antiraciste. Nous pouvons appliquer des règles de réciprocité au gouvernement, mais nous n'avons pas à ressembler aux racistes. Nous n'avons pas à nous laisser corrompre spirituellement par les racistes. Parce que nous, les Africains, nous sommes conscients que nous sommes les aînés de l'humanité. Nous allons être fermes contre nos ennemis, fermes contre nos adversaires. Nous allons être rudes à la concurrence, mais nous n'allons pas être corrompus de l'intérieur. Nous n'allons pas devenir des racistes. Nous ne sommes pas le gouvernement mauritanien. Nous ne sommes pas le gouvernement mauritanien. Nous ne sommes pas les régimes discriminatoires du Moyen-Orient. Nous ne sommes pas racistes. Nous ne deviendrons pas racistes en combattant le racisme. C'est extrêmement important. Nous devons conserver cette supériorité morale spirituelle, de ne pas nous laisser corrompre par les principes de nos pires ennemis. Nous ne devons pas ressembler aux racistes. Nous ne serons jamais racistes. Si nous avons bien compris l'enseignement de nos pères, de nos mères, de nos patriarches, de nos matriarches, si nous avons bien reçu la tradition humaine, dont nous sommes les premiers maîtres terrestres, alors que le Tout-Puissant en est le maître absolu, jamais, jamais, on ne trouvera dans notre bouche des mots qui infériorisent un être humain en raison de la couleur de sa peau, de la couleur de ses yeux, de la couleur ou de la texture de ses cheveux, de la forme de son bassin, etc. Jamais nous n'allons tomber dans les discriminations essentialisantes. Et c'est cela qui fait la grandeur du combat contre le racisme anti-noir au Maghreb et au Moyen-Orient. Nous n'avons pas à le reproduire. Mais nous avons à prendre des dispositions pour que ceux qui précisément maintiennent des structures sociales, économiques, politiques de discrimination contre les Noirs ne profitent pas de l'Afrique. Nous pouvons ne pas être racistes, mais nous n'avons pas le droit de laisser la Mauritanie et tout autre pays maghrébin profiter des richesses africaines, alors même que le racisme d'État n'est pas démantelé. Voilà l'équilibre juste que nous devons trouver dans cette affaire. Combattre le racisme sans devenir raciste. Combattre le racisme, justement arabo-anti-africain, cela suppose déjà d'enlever aux puissances arabes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient l'importance qu'elles ont dans nos affaires. On doit réduire leur importance dans nos affaires, sans détester quelqu'un à cause de sa couleur. Hein. Tu es de peau blanche, tu es de peau métisse, tu es de peau jaune, tu es de peau rouge. En tant qu'être humain, nous sommes frères. Mais ce n'est pas une raison pour que tu viennes contrôler des pans entiers de mon économie. Ce n'est pas une raison pour que tu viennes contrôler des pans entiers de mon économie pendant que mes ressortissants sont maltraités chez toi. J'insiste sur ce point. C'est un élément très délicat de la lutte antiraciste. Le moment où on risque en permanence de ressembler à ce qu'on combat. Nous devons refuser cela. Nous devons résister de toutes nos forces à la contamination spirituelle. La contamination spirituelle, c'est la ressemblance entre la victime et le bourreau. Parfois, la victime a été tellement blessée qu'elle a envie de faire exactement au bourreau ce que le bourreau lui a fait. Nous devons libérer l'Afrique. Mais nous ne devons pas ressembler. Nous ne devons pas devenir des clones spirituels, moraux, mentaux, idéologiques des ennemis de l'Afrique. C'est le véritable problème qu'ont les prêtres, les imams, les pasteurs quand ils sont en train de pratiquer une cérémonie d'exorcisme. Vous savez, l'exorcisme, c'est une cérémonie particulière par laquelle le prêtre, l'imam
le traditionnalisme expulse les démons du corps et de l'âme d'une personne qui souffre. Le grand danger qu'il y a dans n'importe quelle pratique d'exorcisme, si vous lisez un peu l'histoire de cette pratique, c'est que quand les démons sortent, ils rentrent dans l'exorciste lui-même. Parce que le démon que vous chassez de la personne possédée a besoin d'être quelque part. Quand vous lisez un certain nombre de textes du Coran, de la Bible, ou même de la Torah, ou même les textes de la Math ou de la tradition africaine, vous voyez que les exorcistes, quand ils délogent un démon, ils l'envoient quelque part. Parfois, ils vont même le loger dans un animal, dans un arbre, ils vont le loger dans une pierre, parfois même ils vont le jeter carrément dans l'eau. C'est ce que font les... Donc c'est ce que font souvent les exorcistes. Ils doivent loger l'esprit malfaisant, le démon qu'ils ont chassé, soit dans un animal, soit dans un végétal, soit dans un minéral. D'accord? Parce que s'ils ne le font pas, ils courent le risque que cet esprit maléfique qu'ils ont délogé les possède. C'est exactement le problème que nous avons quand nous combattons le racisme. Dans le combat contre le racisme, le plus grand danger que nous puissions courir, c'est le danger de nous mettre à ressembler aux racistes. Si nous nous mettons à ressembler aux racistes, ben le racisme aura réussi à triompher. Alors que nous voulions mettre fin au racisme, le fait que nous devenions nous-mêmes racistes, que nous soyons nous-mêmes racistes, va donner longue vie à cela même que nous voulions combattre, et nous aurons été possédés par le démon que nous voulions chasser, comme l'exorciste non professionnel. Donc nous devons être des exorcistes professionnels. Nous devons combattre le racisme sous toutes ses formes, sans limiter. Et c'est là le point de vigilance dans cette lutte. Sinon, nous avons donc les moyens économiques, nous avons les moyens diplomatiques, nous avons les moyens intellectuels et théoriques de mettre fin aux discriminations contre les Africains dans tous les pays arabes. Parce que ces pays ne sont pas plus riches que nous. Nous, les Africains, nous sommes les êtres humains les plus riches de la Terre. Nous détenons les réserves de matières précieuses et de terres rares les plus importantes du globe terrestre. Nous devons prendre conscience que nous sommes en fait les plus riches. C'est pour cela que nous sommes les plus persécutés. Et nous organiser pour empêcher qui que ce soit de nous persécuter. Sans imiter les persécuteurs. Il nous faut imposer le respect à ceux qui veulent avoir avec nous des relations respectueuses et imposer la crainte à ceux qui ne veulent pas nous respecter. Nous n'avons pas le choix. Je le dis souvent en une image, nous, Africains, devons désormais tenir dans une main la truelle pour construire, pour bâtir, et dans l'autre l'épée, en permanence. La truelle pour construire, pour bâtir, avec ceux qui le veulent bien, et l'épée pour combattre, avec ceux qui ne veulent pas nous respecter. Celui qui oublie l'un ou l'autre de ces outils s'est trompé de méthode de combat dans ce siècle et dans tous les siècles à venir. D'une main, tenir la truelle pour construire, et de l'autre l'épée pour se défendre. Ça doit être le dispositif mental de l'Africaine et de l'Africain dans le monde. Et tout être humain qui a reçu une bonne éducation doit avoir ce dispositif dans son mental. Il doit avoir une attitude constructive, mais ne pas oublier que le monde est dangereux. Le monde est méchant. Comme on dit dans le pidgin de mon pays natal, le Cameroun, outside it is bad. Le monde est méchant. Si tu ne sais pas ça, on t'a mal envoyé. Si tu ne sais pas que le monde est méchant, on t'a mal envoyé. Mais ce n'est pas parce que le monde est méchant que tu dois être méchant. Tu dois être juste. Tu dois t'efforcer de demeurer une bonne personne. Mais pas une personne naïve. Pas un Candide de Voltaire. Au château de Toundé-Tentronc. Non. Les Africains doivent sortir du château de Toundé-Tentronc. Le château de Candide. Ou l'optimisme de Voltaire. Le fameux conte philosophique qui tourne en dérision l'optimisme béat que Voltaire attribue à Leibniz, à travers le maître Pangloss. Pour ceux qui ont lu ce conte philosophique, vous comprendrez de quoi je parle. Dans le château de Toundé-Tentronc, tout est pour le meilleur, dans le meilleur des mondes possibles. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. C'est pas vrai. Le monde n'est pas comme ça. Dans le monde, tu tiendras constamment dans ta main droite ta truelle et dans ta main gauche ton épée.
What is life? Dit un écrivain américain. Life is clearly justice outside and love inside. Justice out of the home, love in home. Dans ta vie à toi-même, il faut essayer du mieux que tu peux d'être une bonne personne. Mais quand tu sors là, n'oublie pas que la vie est un combat. C'est un très gros combat. Et c'est avec cette infrastructure psychologique, morale et spirituelle qu'on peut affronter le racisme. Eh bien, au Moyen-Orient, le racisme en Afrique du Nord, le racisme en Mauritanie. Je voudrais enfin dire que nous, Africains au sud du Sahara, ne serons jamais à la hauteur du combat contre le racisme si nous ne nous sommes pas libérés de notre propre micro-racisme inter-africain, inter-noir. Vous connaissez en quoi ça consiste, notre propre micro-racisme? Parce que là, nous sommes choqués par ce qui arrive à un noir en Mauritanie. Nous sommes choqués par ce qui arrive à des millions de noirs en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, n'est-ce pas? En raison de leur couleur proche de la nôtre, n'est-ce pas? Ça nous choque, n'est-ce pas? Pourtant, nous les mêmes là, dans toute l'Afrique subsaharienne, nous souffrons d'un phénomène de racisme inter-africain qu'on appelle le tribalisme. C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que c'est que le tribalisme? C'est le racisme du noir contre le noir. Vrai ou faux? Alors, comment tu peux être tribaliste à Yaoundé? Tu es Betty, tu détestes ton frère Bamileke. Tu es Bamileke, tu détestes ton frère Betty parce qu'il n'est pas de ton ethnie. Tu es Bassa, tu détestes ton frère Bamileke parce qu'il n'est pas de ton ethnie. Tu es Bamileke, tu détestes ton frère Bassa parce qu'il n'est pas de ton ethnie. Et puis, vous pensez que vous tous, vous pouvez vous coaliser pour défendre votre frère noir qu'on maltraite en Mauritanie? Mais vous êtes des dormeurs debout. Hein? Tu es Kabie au Togo. Tu maltraites ton frère Eve du Togo. Ou tu es Eve, tu détestes ton frère Kabie du Togo. Vous voulez combattre pour libérer les Noirs de la Mauritanie? Minalmi, comme on dit à Yaoundé. Vous êtes en train de... Vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Hein? Tu es Djoula ou Malinké de Côte d'Ivoire et tu méprises ton frère Akan. Tu méprises ton frère Bété. Tu es Bété, tu méprises Lakan. Hein? Tu es un Mandinka, je ne sais pas, de la Casamance, ou un Bassar de la Casamance, et tu méprises ton frère Peul. Tu es Peul et tu méprises ton frère Touareg, ou ton frère Bambara, tu le méprises. Vous pensez que vous allez faire comment pour combattre le racisme contre les Noirs en Afrique du Nord, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient? Vous ne pouvez pas. Oh, tribaliste de tous les pays d'Afrique noire. Vous êtes indigne de vous plaindre. Pourtant, beaucoup d'entre vous avaient mal au cœur quand vous voyez notre frère qui pleure en Mauritanie. Beaucoup d'entre vous avaient pleuré George Floyd. Oh, George Floyd, quand le policier blanc avait son genou sur son cou. Oh là là, qu'est-ce qu'on vous a pas vu pleurer? Pourtant, c'est vous qui mettez votre genou sur le cou de vos voisins. C'est nous, Africains, qui nous sommes massacrés entre nous au Rwanda. Oui, 1 million. 1 million de Tutsis et de Hutus dits modérés. Allez, on s'est entretués. Comment voulez-vous qu'un continent qui pratique le racisme inter-noir, le racisme intra-noir, comment voulez-vous qu'un tel continent se défende contre le racisme, comment il s'appelle, le racisme occidental ou moyen-oriental? Donc il ne faut pas oublier que c'est en balayant correctement dans la maison de l'Afrique noire que nous serons en capacité de combattre pour les Noirs du monde entier. On ne peut pas combattre les discriminations contre les Noirs en Mauritanie, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique, en étant tribaliste dans son pays. Écrivez ça. Et c'est par là, comme on dit à la télé camerounaise, c'est par là que je voulais chuter. Oh, tribaliste, mon frère, toi aussi tu as eu mal en voyant un Noir maltraité en Mauritanie. Pourtant, tu es un maltraitant. Tu es un maltraitant de Noirs chez toi au Cameroun. Tu es un maltraitant de Noirs en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Togo, au Bénin, en Centrafrique. Tu maltraites tes propres frères. Tu traites même mieux quelqu'un qui vient de Norvège que quelqu'un qui vient d'un village qui est à 200 km de chez toi. Tu t'assois à Douala, tu regardes ton frère Bamileke, tu dis que c'est un étranger. Les premiers villages Bamileke, les terroirs Bamileke sont à moins de 150 km de ton village. Mais tu traites ton frère Bamileke comme un étranger à Douala. Oui! Tu traites ton frère Betty comme un étranger à Bafoussam. À Fumban, tu dis que c'est un étranger. Et vous tous, vous pensez que vous pouvez vous asseoir
pour vous plaindre qu'on maltraite un noir en Mauritanie. Non, c'est trop les gars, c'est trop. L'une des raisons de notre faiblesse dans le combat contre les discriminations, c'est que notre continent, l'Afrique noire, il regorge de tribalistes. Les tribalistes ne peuvent pas se coaliser contre ceux qui les discriminent. Parce que les tribalistes sont des autodiscriminants notoires. Vous savez, il y a des tribalistes là, quand ils ont regardé notre frère africain maltraité en Mauritanie, si celui qu'on maltraite là c'est un Soninké, et que lui il est Peul, les tribalistes sont capables de dire c'est bien fait, c'est un Soninké. Oui! Moi je connais des gens dans mon pays natal au Cameroun, quand on montre des Camerounais qui sont maltraités au Sahara, on montre des Camerounais qui sont maltraités en Libye, en Algérie, au Maroc, ou bien qui sont maltraités à Dubaï. Dès qu'il apprend le nom du Camerounais en question, parce qu'il a du mal à savoir quelle est l'ethnie du gars, dès qu'il entend le nom et que le gars n'est pas de son ethnie, il dit c'est bien fait, c'est eux, c'est bien fait pour eux. Si c'est un tribaliste Betty, et que celui qu'on est en train de maltraiter à Dubaï est un Bamileke, le tribaliste Betty est content. Il dit c'est bien fait pour eux, c'est bien fait. Ils aiment trop l'argent, c'est bien fait. Si le gars qu'on est en train de maltraiter là est plutôt un Betty, ah ben le tribaliste Bamileke est très heureux. Il dit ah non c'est bien fait, c'est eux qui nous torturent ici au Cameroun. C'est bien fait pour eux. Oui! Voilà comment l'Afrique est bloquée. Hein? Vous comprenez? L'Afrique est bloquée parce que nous sommes une population qui est divisée dans sa tête. Nous sommes dans les chaînes de l'ethnie, de la tribu. Ces chaînes qui ont été forgées et renforcées par le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme, ce sont ces chaînes qui nous empêchent de défendre notre peuple partout dans le monde. Parce que nous sommes incapables de nous regarder comme la même communauté humaine sur toute la Terre. Si nous avions ce regard, l'Afrique serait libérée en Mauritanie. Si le continent africain vibrait au diapason de l'unité civilisationnelle de l'Afrique noire, au nom de Dieu, on ne pourrait pas mépriser un Africain, même en Amérique, en Chine, en Russie, en Europe. Personne ne se tiendrait pour mépriser un Africain. Si nous avions une puissante unité civilisationnelle, politique, commerciale, militaire. Qu'est-ce qui nous empêche? Ce qui nous empêche, c'est le micro-nationalisme et c'est le micro-tribalisme, l'ethnicisme. Donc, si nous nous libérons des chaînes mentales, du tribalisme, de l'ethnicisme, nous serons plus forts pour nous défendre contre le racisme mauritanien, le racisme maghrébin contre les Noirs, le racisme occidental, le racisme moyen-oriental, le racisme mondial contre les Noirs. Il prendra fin quand les Africains se regarderont comme le même peuple. Le peuple aîné de la terre. Les descendants des tenants du berceau de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Bon, vous pouvez écrire ça. Voilà ma contribution en ce 18 novembre 2025 à la défense du peuple africain de Mauritanie, maltraité par le gouvernement raciste, terroriste, corrompu, criminel de Mauritanie, comme plusieurs milliers, centaines de milliers et même millions d'Africains sont maltraités dans toute l'Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient. Je suis solidaire de tout ce monde-là et je voudrais que chacun d'entre nous fasse son examen de conscience. Suis-je digne de dénoncer le racisme? Je ne suis digne de dénoncer le racisme que si je ne suis pas raciste. Je ne suis digne de dénoncer le racisme que si je ne suis pas tribaliste. Si on trouve à l'intérieur de moi la moindre trace de racisme et la moindre trace de tribalisme, je suis indigne de me plaindre et de m'émouvoir, d'avoir pitié de mon frère, maltraité en Mauritanie. Parce que je suis moi-même, un maltraitant. Je suis moi-même, à ce moment-là, un raciste, un discriminant. Je suis moi-même coupable de ce que je dénonce. Contradiction qui annule la valeur de mon action. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé cette réflexion matinale. C'est la meilleure façon pour nous d'affronter l'ignominie, l'affronter avec intelligence. Je vous mettrai donc le lien du bel ouvrage de Louis Hunkanrin, publié au milieu des années 20, alors qu'il avait été déporté. Il avait été viré de son travail de professeur. Il avait été déporté par les colons français en Mauritanie. Mais là-bas, il a continué son combat pour l'émancipation de l'homme africain. Il a écrit ce livre, Forfait colonial,
que je vais vraiment massivement partager avec vous. Pour illustrer cette conférence, je vous mettrai même une image du livre en illustration de la conférence et le lien. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, quand vous irez sur les commentaires, du livre, vous trouverez le lien pour le télécharger. Il est disponible gratuitement. C'est une opportunité inouïe de documenter ce phénomène et de faire lire ça à nos enfants à la maison. Surtout faire lire. Pas seulement lire, mais aussi faire lire. Le livre de Louis Hunkarin, intitulé « Le forfait colonial », un pamphlet contre l'esclavagisme. Et je salue vraiment de Glocal Workshop, Promosaïque LAF, qui ont mis ce livre à la disposition de tout le public. C'est une œuvre vraiment d'éveil, c'est une œuvre de salubrité qui vient d'être accomplie. Remercions-les.